tous et bienvenue dans ce webinaire dédié au secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est dans le cadre de l'offre de professionnalisation du Carrefour des Pays de la Loire que nous vous proposons ce webinaire qui sera organisé en 3 temps. Donc un premier temps présenté par Marie Tessier, chargée d'études socio-économiques à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui nous dressera un panorama du secteur de l'économie sociale et solidaire. Puis dans un second temps, nous aurons des témoignages de professionnels du secteur, donc Simon Lomo qui interviendra sur le secteur de l'animation, qui est salarié de la Ligue de l'enseignement, puis Geoffroy Verdier d'ADT 44, donc sur le secteur de l'aide à domicile, ainsi qu'Aurélie Nicolas d'Atelier 48. Et enfin pour finir, nous aurons une intervention de Charles Bozonnet qui nous présentera la restitution d'une présentation de l'étude sur l'attractivité des métiers de l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas où en sont les connaissances de tout le monde sur l'ESS, mais pour rappeler que du coup il y a une loi, celle de 2014, qui définit ce qu'est l'économie sociale et solidaire et la définit par un traité juridique. Donc cette loi, elle dit que toute structure qui a une forme associative, coopérative, de mutuelle ou de fondation fait partie de l'économie sociale et solidaire, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elle intervient et quelle que soit sa taille ou toute autre caractéristique. C'est vraiment le statut juridique qui fait qu'aujourd'hui, elle appartient à l'ESS. Et la loi a introduit le fait que certaines sociétés commerciales puissent appartenir à l'économie sociale et solidaire en respectant un certain nombre de principes qui traversent tous les statuts juridiques de l'ESS, notamment en termes de gouvernance et de démocratie au sein des structures. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter quelques chiffres sans être trop longue, j'espère, et de pouvoir vous montrer justement toute la diversité que recouvre aujourd'hui l'ESS. Donc, on va commencer par vous présenter un peu ce que ça représente au niveau national. J'espère que vous voyez bien mon écran. Mais du coup, au niveau national, c'est donc plus de 200 employeurs qui existent. Là, on ne compte que les établissements employeurs, mais il faut compter du coup tous ceux qui n'ont pas de salariés aussi. Et donc, en termes de salariés, on arrive à quasiment 2,4 millions de salariés sur le territoire français. Donc, ça représente aujourd'hui un peu plus de 10% de l'emploi salarié français. Et quand on exclut du coup le secteur public, on arrive à 14% de l'emploi salarié. Donc, c'est quand même un mode d'entreprendre qui rassemble pas mal d'établissements et pas mal de salariés aujourd'hui en France. Et l'idée, à travers cette petite présentation, c'est de pouvoir vous poser des petites questions, savoir ce que vous imaginez un peu de l'ESS. Du coup, la prochaine question, je ne sais pas comment, Claire, tu reprends la main. Voilà. Donc, l'idée, c'est du coup, est-ce que vous pensez que du coup, les Pays de la Loire, en termes de emploi total, elle est plutôt bien placée? Est-ce qu'elle est plutôt dans le top 3, dans le top 5 ou dans le top 10? L'idée, c'est que vous puissiez cliquer sur la petite réponse. Je ne sais pas si ça marche pour tout le monde. On a 20 réponses. Je pense que tout le monde a dû répondre. Ok. Donc, je vous partage les résultats. Ok. Donc, effectivement, les Pays de la Loire sont dans le top 3 des régions françaises en termes de poids de l'ESS dans le poids total. Alors, pourquoi ça ne marche plus, mon truc d'écran? Ah, voilà. Ok. Donc, en Pays de la Loire, l'emploi ESS représente 13,1% de l'emploi total. Donc, on est la deuxième région de France, juste derrière la Bretagne, qui est à 14%. Mais du coup, traduit toute une histoire de coopération, de syndicalisme, et qui font que du coup, ces habitudes de
coopération et de travail collectif se traduit aujourd'hui dans des statuts juridiques de l'ESS. Donc, on fait la loi en plus d'un employeur et de 166 000 salariés qui travaillent aujourd'hui dans les structures de l'ESS. C'est un pont de l'activité économique régionale très important. Ah oui, du coup, je laisse peut-être la question se poser directement. Moi, j'ai toujours la question 1 qui s'affiche. Je crois qu'il y a un souci sur les sondages. On va peut-être les poser oralement parce qu'on est figé sur le sondage numéro 1. Ok, bon. Alors, je ferme la petite fenêtre là. Du coup, donc comme je le disais au début, ça recouvre un certain nombre de secteurs d'activité. Et justement, on souhaitait vous poser comme question, à savoir si dans l'action sociale, sur 100 emplois, combien sont des emplois dans l'ESS? Donc voilà, du coup, je ne sais pas trop, à la limite, répondez-vous comme ça. Vous pouvez répondre dans la fenêtre de chat si vous le souhaitez. Oui, non, ça va afficher du coup. On a un petit peu toutes les réponses. 45, 50, 64, 35. Ok. Bon, alors du coup, l'action sociale, ça fait partie des secteurs d'activité les plus investis par les structures de l'économie sociale et solidaire. Et c'est sur 100 emplois, il y en a 60, sur 100 emplois dans l'action sociale. Aujourd'hui, il y en a 64% qui sont dans des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un secteur qui est fortement investi par l'ESS, tout comme on voit les sports et loisirs, puisque sur 100 emplois, il y en a 66 qui appartiennent à des structures de l'ESS. Donc, on a comme ça des secteurs d'activité qui sont très investis par l'ESS. Donc, on voit aussi que c'est également le cas des activités financières et d'assurance, notamment avec tout ce qui est banque coopérative. Et puis, le secteur de l'enseignement et des arts et spectacles qui ont plus d'un tiers de leurs emplois qui appartiennent à des structures de l'ESS. Voilà. Selon les secteurs d'activité, on a vraiment une prégnance des structures de l'ESS aujourd'hui dans la région. Si on affine un peu plus notre regard, du coup, on peut descendre à l'échelle de la Loire-Atlantique, qui aujourd'hui, sur la part d'emploi ES dans l'emploi total, on est à 12,7%. Donc, ce qui est aussi un très bon taux. Et on voit sur la carte que selon les EPCI, les communautés de communes, on est vraiment sur un territoire où il y a plus ou moins de diversité. Donc, avec des proportions d'emplois ESS qui sont plus ou moins fortes selon les territoires. Mais globalement, on peut dire que la pratique est un territoire très dynamique en termes d'ESS. Et du coup, ce qu'on se poser comme question, sans emploi ESS atlantique, bien on trouve, à votre avis, Bon, visiblement, il y a des soucis de son. Je ne sais pas si, Madame Tessier, vous avez un casque éventuellement. C'est très morcelé, haché. On ne vous entend pas, là, vous êtes en... Le micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez mieux du coup? Oui, je pense que ça sera mieux, okay. Oui. Bon, alors super. Donc, sur 100 emplois ESS en Loire-Atlantique, on souhaitait vous demander combien se trouvait sur Nantes Métropole à votre avis. 38, soit 57, soit 86.
38, 86, 57. On a à nouveau toutes les réponses. Ok. Alors du coup, on est plutôt sur 57% des emplois ESS en Loire-Atlantique qui font partie de Nantes Métropole. Donc avec quasiment 3000 établissements et presque 37 000 salariés aujourd'hui. Donc on le voit, très forte part du secteur associatif, comme on retrouve habituellement dans l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas trop de surprises qui sont suivies ensuite par les coopératives, les mutuelles et puis les fondations. Ce qui fait qu'il y a un fort taux comme ça d'emploi sur Nantes Métropole, c'est que comme c'est une capitale régionale, du coup, on trouve beaucoup d'établissements régionaux avec des effectifs aussi salariés qui sont plus importants que sur d'autres territoires. Donc, ce qui peut expliquer en partie ce dynamisme, tout autant que la présence de beaucoup d'acteurs liés à l'accompagnement de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire sur le territoire et aux politiques publiques aussi qui peuvent jouer sur l'attractivité du territoire pour les structures de l'ESS. Quand on s'intéresse un peu au secteur d'activité, en Loire-Atlantique, du coup, on retrouve dans une proportion encore plus forte la place des sports et loisirs et de l'action sociale de l'ESS dans ces secteurs d'activité. Et puis, comme on le voyait à l'échelle régionale, c'est suivi par l'enseignement, les arts et spectacles, les activités financières et d'assurance. Quand on s'intéresse plus particulièrement aux métiers que l'on trouve aujourd'hui dans l'ESS sur le département, on voit qu'on retrouve un peu en fait ces secteurs d'activité, à la fois l'enseignement, l'action sociale avec l'aide à domicile, les aides-soignantes, les agents des services hospitaliers. Et puis, on voit aussi des catégories d'emplois liées au secteur agricole et liées à l'industrie qui ont plutôt qui peuvent avoir des particularités saisonnières et qui font qu'à un moment donné aussi, il y a des recrutements saisonniers très forts qui se passent dans les structures de l'ESS. Donc, on est les 10 métiers où les effectifs sont les plus nombreux en Loire-Atlantique. C'est bien ces métiers-là. On est peut-être un peu loin de la représentation du chargé de mission ou du chargé de développement polyvalent, etc. C'est vraiment sur des métiers très précis avec des formations du coup liées à des compétences et à des métiers spécifiques et pas forcément à des formations ESS assez généralistes. Mais on y reviendra un peu plus tard. On avait une autre question. Voilà, dans l'économie sociale et solidaire en Loire-Atlantique, selon vous, quelle est la part des emplois en CDI ? « 48, 68 visiblement. Alors, du coup, on arrive même à 77% de l'emploi qui est en CDI aujourd'hui. Sur la Loire-Atlantique, mais on est à peu près sur les mêmes chiffres au niveau régional. Donc là encore, ça peut aussi dépasser certains préjugés qu'on peut avoir sur l'économie sociale et solidaire. Mais globalement, ce sont des emplois en CDI où il y a quand même pas mal d'emplois à temps complet et d'emplois cadres. Quand on compare en tout cas au secteur privé hors ESS, on n'est vraiment pas du tout loin des chiffres du privé. Ce qui caractérise par contre fortement l'économie sociale et solidaire, c'est le poids qu'occupent les salariés femmes dans l'emploi ESS. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure sur les secteurs d'activité, l'action sociale représente une part forte des emplois ESS aujourd'hui sur les territoires. Et on sait aujourd'hui que ce sont des emplois plutôt... Donc aujourd'hui, forcément, vu que ces effectifs sont assez nombreux sur ces secteurs d'activité-là, la part des femmes est aussi très forte quand on regarde au global dans l'ESS. Donc voilà pour ces petits points d'entrée. Ce qu'on souhaitait vous partager aussi, c'était sur les opportunités à venir dans l'emploi ESS. Quand on regarde un peu la pyramide des âges,
on voit qu'on est bien sur une pyramide où les 50 ans et plus sont assez nombreux, ou représentent en tout cas une part assez forte de l'emploi économique, de l'économie sociale et solidaire. Donc, on peut laisser préjuger qu'il y aura des renouvellements d'emplois dans ce mode d'entreprendre et donc dans les secteurs d'activité qu'il investit. Et quand on regarde où se situent justement ces emplois occupés par des personnes de 50 ans et plus aujourd'hui, on retrouve un peu la liste qu'on vous présentait tout à l'heure sur les 10 métiers où les effectifs étaient les plus nombreux. Et donc, on retrouve le secteur de l'action sociale, du médico-social très fortement, un peu aussi de l'enseignement. Mais globalement, on est vraiment sur ces deux secteurs d'activité-là aujourd'hui. Et quand on regarde un peu les chiffres de Pôle emploi qui font des enquêtes chaque année sur les besoins en main-d'œuvre et qui ont pu isoler les chiffres dans l'économie sociale et solidaire, on voit que si on s'affranchit un peu des données saisonnières, comme je vous le disais tout à l'heure, le poids de l'action sociale et du médico-social est vraiment très fort dans les recrutements à venir, mais que c'est identifié comme des secteurs en tension pour le recrutement, donc sur des secteurs d'activité où les structures ont du mal aussi à recruter aujourd'hui. Mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard avec les témoignages. Et en termes de formation, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il existe certaines formations ESS assez généralistes. On les peut en retrouver notamment une à l'université de Rennes 2, qui est un master économie sociale et solidaire aujourd'hui. Mais globalement, ce que recherchent les entreprises, comme dans n'importe quel secteur d'activité, c'est des gens avec des compétences techniques. Donc aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui postule un poste d'aide-soignante, qui cherche un travail dans l'économie sociale ou solidaire ou dans un autre, dans le secteur privé lucratif ou dans le secteur public, finalement, c'est les mêmes compétences qu'on va lui demander. Donc, la formation la plus adéquate, c'est vraiment la formation d'aide-soignant globale. Donc là, il y a pas de, sur ces métiers-là, il n'y a vraiment pas de formation ESS particulière. Par contre, le recruteur sera sans doute plus attentif aux engagements de la personne dans sa vie privée ou en tout cas aux valeurs qu'elle peut porter aujourd'hui et qui pourraient se retranscrire dans son entreprise et dans son activité au quotidien. Donc voilà globalement pour les chiffres qu'on souhaitait aujourd'hui vous présenter. Et puis n'hésitez pas s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Merci Marie. De toute façon, le PowerPoint vous sera transmis si vous souhaitez avoir les chiffres par la suite. On poursuit avec les témoignages et notamment avec Simon Lomo sur le secteur de l'animation. Oui, bonjour à tous. D'abord, merci au Cariforef et à l'UDES et à la CRES parce que je crois que c'est une première qui est une présentation des métiers de l'animation comme ça. Donc, c'est très intéressant voilà, pour nous de vous présenter ça. Je vais essayer de partager mon écran. J'espère que ça va être bon et j'espère qu'on n'aura pas les petits soucis techniques qu'on a rencontrés précédemment, et notamment sur la fenêtre au milieu de l'écran. Alors, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez le document de présentation? Donc, pour vous dire que je me suis servi d'un Zoom Onicep là, qui est extrêmement bien fait sur les métiers d'animation. Donc, je vais vous mettre le lien de ce document dans la fenêtre de chat parce que bon, j'ai fait des copier-coller, mais j'ai essayé de prendre les éléments ce qui me semblaient les plus intéressants. D'abord, pour vous dire que sur les métiers de l'animation, ça regroupe plusieurs familles. Donc, des familles qui sont réunies au sein de différentes branches. Bon, la branche éclat, qu'on appelait précédemment la branche animation, qui reprend beaucoup d'associations qui font de l'accueil de loisirs, ou des associations culturelles, des associations de loisirs, un peu sportives quelquefois. La branche ALISFA, qui est celle des centres sociaux et des associations de développement local. La branche des FJT, avec les foyers de jeunes travailleurs. Famille rurale, qui a ses propres conventions collectives. Et puis, comme le disait tout à l'heure Marie, les collectivités locales qui ne sont pas dans l'ESS, mais qui sont, pour certaines, employeuses plus exactement,
personnes, de professionnels de l'animation. Là, j'ai essayé dans la deuxième slide de proposer voilà, quelques exemples de métiers. Donc, c'est des métiers qui sont assez diversifiés, contrairement là encore aux préjugés, puisque on a groupé en 3 typologies: l'animation vers un public, l'animation d'activité ou la coordination ou la direction de structure. Sur le premier item, l'animation vers un public, bon, là, c'est plutôt, je pense, les métiers qui sont repérés par le grand public, donc les animateurs enfants, jeunesse ou voilà, personnes âgées. Ensuite, des métiers qui sont un peu moins connus, les animateurs d'activité, qui représentent quand même une proportion importante de l'emploi, notamment de l'emploi micro-local, j'ai envie de dire, dans les associations de terrain communales. Voilà, il y a beaucoup d'animateurs d'activités physiques ou d'activités techniques. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête, que ça peut être un débouché ou des métiers pour certaines personnes que vous croisez. Et enfin, les métiers de responsable de secteur, d'école, de coordination culturelle ou de direction d'association. Je reviendrai tout à l'heure sur les parcours de formation. Pour ce qui concerne l'animation, le secteur de l'animation est, contrairement, j'ai envie de dire, à certains secteurs d'activité de type médico-social ou des banques coopératives dont a pu parler Marie tout à l'heure, dans la branche animation, dans la branche Éclat, qui s'appelle Éclat désormais, les employeurs sont pour 90% des très petites structures, donc des structures de moins de 10 salariés. Alors, c'est un petit peu moins vrai sur Nantes Métro, mais en région, en tous les cas, ça se confirme quand même. Donc, on a plutôt affaire à des associations. 99% des employeurs sont des associations. Et parmi ces associations, c'est plutôt des associations de petite taille en termes d'emploi. Sur les activités, donc on a beaucoup d'associations qui proposent des actions d'activité culturelles, extrascolaires et périscolaires, donc ça, ce que vous connaissez dans votre quotidien. Et également 57% d'associations qui proposent des activités d'environnement, physique, d'expression, des activités scientifiques et techniques. Voilà, et puis pour beaucoup d'entre elles, elles ont une vocation citoyenne, on y reviendra aussi tout à l'heure. Bon, en région Pays de la Loire, là, on voit très mal, mais on est à peu près à 9000 emplois salariés dans la branche Éclat, la branche animation. Et en France, entre 1999 et 2017, vous voyez, il y a eu à peu près 2 fois plus d'emplois salariés en 20 ans. Donc, c'est un secteur qui recrute, qui s'était bien porté pendant la crise de 2011. On ne sait pas comment elle va... On ne peut pas préjuger de ce qui va se passer sur la crise du Covid, mais bon, voilà, c'est un secteur en tous les cas qui a pu tirer son épingle du jeu, si on peut parler comme ça, pendant différentes crises. Là encore, je reviens sur des préjugés qu'on pourrait avoir, et malgré la saisonnalité de certains de nos métiers, 65% de contrats en CDI. Et on a des dispositifs, en fait, en tant qu'employeur, qui nous permettent de réguler ou d'aménager le temps de travail selon la saison. Voilà, ça s'appelle les CDI, par exemple, où on peut lisser le temps de travail. Ce qui nous évite d'avoir recours de manière trop importante au CDD. Sur la répartition hommes-femmes, on l'a vu, bon, 68% de femmes, c'est vrai que c'est des métiers qui sont assez féminisés. Le top 5 des métiers recherchés, l'animateur socioculturel et de loisirs, alors 46%, et c'est un métier qui est en tension, hein, on a du mal à recruter globalement, et quelle que soit la saison. Simon, il y a une question Oui. de Karine, je ne sais pas si Oui, tu peux y répondre. Je ne vois pas les questions. Quel Oui. impact sur le secteur lors de la crise sanitaire? Quelle vision avez-vous notamment sur l'emploi? C'est un peu compliqué d'avoir une réponse exhaustive, puisque certaines de nos associations ont pu être en activité pour accueillir dans les accueils de loisirs les personnels des soignants, mais contrairement au métier d'assistant d'aide à domicile ou au médico-social, on a été beaucoup plus impacté par du télétravail ou des fermetures du chômage partiel. Et ce n'est pas terminé, puisque tout le secteur, toutes nos activités qui peuvent être liées, par exemple, aux classes de découverte ou aux colonies de vacances,
sont en grande difficulté. Et en ce sens, on sait que les protocoles évoluent de jour en jour. On ne sait pas exactement quels vont être les protocoles des accueils de loisirs ou des colos pour cet été. Voilà, donc toutes les activités locales ou en lien avec les accueils collectifs de mineurs sont impactés, clairement. Dans quelle mesure, je ne peux pas encore, c'est trop tôt pour le dire, mais voilà, on a été impacté, on va continuer à l'être très fortement. Si ça peut répondre à la question, hein, voilà. En tous les cas, c'est des éléments qui permettent d'y répondre. Je vais essayer de faire vite parce que je sais que mes collègues attendent derrière. On a, voilà, je disais, les animateurs socioculturels qui sont un métier très recherché, mais on a aussi une palette d'activités, de métiers, pardon, qui sont recherchés par les structures de l'ESS dans le secteur de l'animation. Je parlais tout à l'heure des valeurs et d'autres reviendront certainement plus tard. Mais en tous les cas, ça c'est quelque chose qui est important, je pense, dans tout le secteur de l'ESS. Donc là, pour illustrer, ce sont les valeurs qui ont été retenues par le Zoom de l'ONICEP avec les données d'Uniformation 2018, qui fondent un peu l'engagement des salariés dans l'emploi. Donc la solidarité, l'engagement, l'esprit critique, l'éducation, l'émancipation et la curiosité. Ces 6 valeurs-là qui sont fortes en tous les cas et qui font qu'il y a une appétence pour les salariés à rejoindre des associations ou des coopératives, par exemple, plutôt que d'autres structures, des structures marchandes, par exemple. Un petit slide, c'est le dernier, sur les parcours de formation. Donc, les certificats professionnels, les différents diplômes d'État, qui vont du niveau 3 au niveau 6. Et surtout, on ne peut pas faire l'impasse, même si c'est là un préjugé, mais c'est quand même une réalité, c'est que l'entrée dans les métiers se fait beaucoup par le BAFA. Beaucoup de futurs professionnels de l'animation auront été dans un premier temps animateurs volontaires pendant l'été, dans les accueils de loisirs ou dans les colonies de vacances. Et vous retrouverez ça dans le Zoom ONICEP que je mettrai dans la fenêtre de chat, puisqu'il y a des témoignages de responsables ou de professionnels. Et sur, je crois, 16 témoignages, il y en a 15 qui sont passés par le BAFA. Voilà. Simon, une autre question. Oui. Pourquoi le métier d'animateur, animatrice socioculturelle est-il en tension? Parce que c'est un métier qui n'est pas forcément très bien payé, qui a une représentation en tous les cas de discontinuité dans les temps de travail. Pour beaucoup, il y a du temps scolaire et du temps, enfin, pardon, du temps périscolaire et du temps extrascolaire. Et que voilà, c'est un métier comme tous les métiers, comme beaucoup de métiers de l'ESS sur le terrain, qui sont un peu sous-considérés malheureusement, quoi. Et donc, il n'y a pas forcément d'appétence pour les jeunes à s'engager dans ces métiers-là. Il y avait une autre question sur le sigle CD2I. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Oui, c'est un contrat à durée indéterminée intermittent. Je crois que c'est le terme exact et ça permet de lisser en fait le temps de travail annuel pour éviter d'avoir à ce que l'employeur propose des contrats CDD l'été, l'hiver. On fait un CDI et on a des temps de travail qui sont différents l'été et l'hiver. Voilà. Merci Simon. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au secteur de l'animation? Non, pas forcément. Donc on va pouvoir peut-être poursuivre sur le secteur plutôt de l'aide à domicile, l'aide à la personne. Oui, Même chose, hein, merci. si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre de chat pour alimenter les échanges. Merci. Donc, moi, je vais essayer d'illustrer par rapport à tout ce qui s'est dit. Donc, vous aurez remarqué que les métiers du domicile, ils étaient tout à l'heure dans les 10 métiers principaux dans la deuxième ligne. On avait les aides à domicile, les auxiliaires de vie ou les techniciens d'insertion sociale et familiale. Également l'aide à domicile, donc c'est le social médico-social, et donc sur 100 acteurs, enfin ça représente 64% dans l'ESS. Sur ce 64% des acteurs de l'action sociale sont des acteurs ESS.
un métier donc très féminin, hein, je confirme ce qui a été dit, 98% de femmes. Et puis, un métier qu'on pourrait indiquer comme, enfin, avec une pyramide des âges vieillissante. Donc, un certain nombre de départs à la retraite, des départs à la retraite massifs depuis maintenant quelques années. Donc, il y a deux choses. Un, évidemment, ça veut dire qu'on recrute beaucoup et que du coup, alors, notamment avant la crise, où on était dans un moment où le chômage était très historiquement bas, donc des difficultés de recrutement très importantes. Ça va peut-être changer après la crise. Mais c'est également finalement une opportunité, puisque aujourd'hui, on recrute une nouvelle génération. Historiquement, l'aide à domicile, c'était plutôt un métier de seconde partie de carrière. Après avoir été femme au foyer, peut-être, enfin, on pouvait se retrouver aide à domicile. En tout cas, c'était plutôt vu comme un complément de salaire. Aujourd'hui, les salariés qui travaillent dans le domicile revendiquent ce métier à part entière. Revendiquent des diplômes. Hein. Donc, les TISF, c'est un diplôme d'État de technicien d'intervention sociale et familiale. Les auxiliaires de vie, on a un diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Auparavant, c'était qui mixte le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale et le diplôme d'État d'auxiliaires médicaux psychologiques. Et puis, on a donc également un titre professionnel assistante de vie aux familles. Et d'une manière générale, même si dans ce métier, on peut recruter des personnes sans qualification, d'une manière générale, mais c'est peut-être une particularité de l'ESS, on a beaucoup misé sur un levier, on pouvait peu miser sur la rémunération, mais on pouvait miser sur les valeurs. Et en tout cas, on a beaucoup sur le sens des métiers et on a beaucoup misé sur la question de la formation. Donc, on a recruté des personnes sans qualification et donc on a à la fois cotisé plus que la loi en termes de formation, ce qui nous permet d'avoir des programmes de formation continue extrêmement importants, voire de valoriser les acquis professionnels par le biais de la VAE. Donc, on a un certain nombre de salariés qui sont fidélisés dans nos secteurs en montant en compétences par l'obtention de diplômes, en espérant que la convention collective suive et que du coup ces salariés soient valorisés financièrement, mais également donc en reconnaissant leur expérience professionnelle avec les salariés qui sont rentrés sans diplôme. Alors c'est assez rare parce que du coup c'est un parcours du combattant, mais on a des salariés qui sont rentrés sans diplôme, qui ont fait une VAE d'auxiliaire de vie, et puis qui après ont pu faire une VAE de TISF par exemple, et donc qui ont eu une certaine promotion professionnelle dans le secteur. Évidemment, l'actualité nous amène donc à ce que peut-être encore plus que d'habitude, vous ayez pu entendre parler d'aide à domicile. En tout cas, pour ceux qui n'en étaient pas convaincus, la crise a pu révéler que donc on était bien sur un métier essentiel, puisque c'est pas un scoop, mais entre le 17 mars et le 11 mai, personne n'a fait du télétravail. Les salariés étaient évidemment auprès des plus fragiles. Dans un premier temps, sans masque, hein, il a fallu se battre pour que le gouvernement intègre que ces salariés n'étaient pas des soignants, mais que pour autant, ils allaient intervenir, ils ont continué à intervenir au domicile et donc il allait leur falloir du matériel de protection. Voilà, donc en termes voilà, cette crise, elle révèle qu'on est bien sur un métier essentiel et que certes, on a des aides à domicile qui peuvent venir aider sur les tâches matérielles, ménage, repassage,
qui peut être qui reste un élément essentiel quand on se retrouve isolé ou tout simplement qu'on n'a pas d'autres visites pendant des personnes qui pendant 2 mois n'ont vu personne d'autre que les aides à domicile. Et puis, c'est un métier aussi qui prend toute sa place dans le système ou dans la chaîne de la santé, donc dans le médico-social évidemment. Mais voilà, les aides à domicile, elles ont, pendant la période, sauvé des vies parce que il y a un certain nombre de personnes, on allait à l'hôpital que pour le Covid. Donc, voilà, on pouvait être malade, fragile à domicile et on avait besoin d'une aide donc, que pouvaient apporter les aides à domicile. Les aides à domicile, elles ont également permis à ce que des personnes qui ont été hospitalisées pendant le Covid puissent sortir d'hospitalisation et être accompagnées à domicile. Dans certaines régions, ce n'était pas le cas en Pays de la Loire, ça a permis tout simplement que les hôpitaux tiennent, puisque vous savez évidemment qu'ils étaient particulièrement saturés. Voilà, donc tout ça pour dire que je dirais aujourd'hui, les enjeux, c'est, à mon sens, dans ce secteur, c'est des recrutements massifs avec des nouvelles générations qui considèrent que c'est un vrai métier, qui sont en attente d'emploi à temps plein. Et là, c'est à nous, employeurs, de modifier un petit peu notre modèle. C'est-à-dire que voilà, si pendant longtemps, on a recruté des gens à temps partiel, aujourd'hui, l'attente des salariés à recruter, c'est du temps plein. Des enjeux donc, dans l'inscription, on va dire, de ces métiers ou du médico-social dans le système de santé. Et puis, plus généralement, si j'ai dit que on pouvait attirer un certain nombre de recrutements par le sens, il faut aussi voilà, prévoir des possibilités d'évolution dans les métiers, de diversifier les missions. Et donc, voilà, on a aujourd'hui dans ce secteur une vraie opportunité pour inventer des nouveaux métiers. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'habitat inclusif, où on a besoin. Donc, où l'idée c'est que les personnes elles soient chez elles ou dans des habitats regroupés avec des lieux collectifs. Et donc, pour animer, pour accompagner ces habitats, on a besoin d'accompagnants qui sont souvent des auxiliaires de vie, en tout cas qui sont des nouveaux métiers qui du coup ont un vrai sens pour les aides à domicile, sont vecteurs d'activité, donc qui permettent de recruter sur des salariés à temps plein. Et puis, en général, quand on va chez une personne, on va passer 1 heure. Donc, il faut 7 personnes pour faire une journée. Quand on va dans un habitat collectif, on va plus facilement passer 3, 4 heures, voire plus, avec 8 personnes. Donc, ça permet également d'avoir une organisation du travail qui est plus satisfaisante. Geoffroy, on a une question de Régine dans le chat. Elle fait part aujourd'hui du peu de candidats dans la filière domicile, dans les centres de formation. Oui, alors en fait, il y a 2 choses. Donc la première, c'est que avant Covid, on était sur dans notre région, en Loire-Atlantique, à Nantes, vraiment sur un secteur en tension au sens des candidats sur les listes de Pôle emploi. Donc du coup, ça se ressentait également sur toutes les formations. Donc nous, employeurs, on avait du mal à recruter. Et les organismes de formation avaient eux-mêmes du mal à remplir les formations pour lesquelles on va recruter. Donc, c'est la même chose pour le titre professionnel ADVF, pour le DEAS. Et puis, pour le DEAES, là, c'est un sujet encore un peu plus particulier, c'est-à-dire que, je vais pas… On a un certain nombre de têtes pensantes qui ont fait un diplôme, qui ont réfléchi à Paris ou en chambre sur ce diplôme avec un truc assez extravagant, c'est-à-dire que l'option domicile,
de ce diplôme, elle ne permet pas de faire la même chose que les autres options. C'est-à-dire qu'en gros, on a quasiment une reconnaissance aide-soignante quand on prend l'option établissement ou l'option accompagnant scolaire, ce qu'on n'a pas quand on prend l'option domicile. Et puis également, on a, nous, les employeurs du domicile à se remettre en cause, à proposer des temps pleins, à faire en sorte que nos métiers soient plus attractifs, à travailler sur les rémunérations. Voilà, donc voilà, je sais qu'il y avait, il me semble, récemment, c'était sur le bureau des ministères là, d'arriver à revenir sur cette question des options qui est complètement abracadabrantesque et qui a effectivement comme effet de faire en sorte que sur ce diplôme, il y a une option domicile qui n'est pas choisie au début, qui n'est pas choisie à la fin. En gros, on forme des salariés qui ont tout sauf envie de travailler dans le champ du domicile sur ce diplôme. Mais la question du recrutement sur les formations, elle se pose malheureusement sur toutes les formations. Merci Geoffroy pour cette réponse. Est-ce qu'Aurélie, vous souhaitez compléter les propos de Geoffroy, Aurélie d'Atelier 48 Oui, non, je partage effectivement ce que dit Geoffroy et puis la question de Régine avec quand même cette problématique d'attractivité en fait par rapport à ces métiers, en espérant que justement ces périodes inédites a pu mettre en lumière, et je pense qu'on était tous contents en étant confinés de voir, en tout cas moi je pense à ma grand-mère, de savoir que voilà, il y avait toujours des interventions auprès d'elle de professionnels, parce que là on a montré les limites des solidarités familiales aussi, et ce besoin de continuité de service. Après, ce qui est intéressant aussi dans le secteur, plus largement quand on parle de l'aide à domicile et de l'ESS, il y a cette question aussi des femmes, effectivement des métiers très féminins. Donc voilà, poser justement cette question du care, de comment on prend soin, mais qui peut être vraiment quelque chose à valoriser en disant c'est des métiers justement où l'humain prime. Donc comment est-ce qu'on remet vraiment l'humain au centre dans ces métiers-là, et puis donc c'est une question de rémunération certes, mais pas que. Et il y a la question aussi des valeurs. Comment est-ce que les organisations aussi des organisations de l'ESS, on a parlé pas mal de valeurs, d'engagement, etc. Mais comment ça vit aussi au quotidien? Comment on arrive à faire vivre les valeurs et que ces valeurs ne soient pas juste attractives au moment du recrutement, et puis qu'après, voilà, on sent que ces valeurs-là, elles ne vivent pas au quotidien, parce qu'il y a aussi de la souffrance dans des structures, des associations. Donc voilà, comment est-ce qu'on redonne en fait un élan, et moi je crois beaucoup en ce que l'économie sociale et solidaire peut être justement dans cet après-Covid sera un peu peut-être leader sur comment on remet de l'humain, comment on met de l'engagement, voilà. Comment on redonne aussi de la responsabilité aux gens de terrain, aux gens qui font. Voilà, c'est des choses en tous les cas qui nous tiennent à cœur à l'Atelier 48, d'accompagner aussi ces nouvelles formes d'engagement, et en remettant l'humain toujours au centre. Merci. Il y avait une question de Karine par rapport QVT, je ne sais pas exactement ce qu'il était entendu, que l'on peut attirer des nouveaux salariés. C'est par rapport à la question d'attractivité du métier, qualité de vie au travail, voilà. Alors, c'est vrai que dans l'ESS, on a eu souvent, alors je ne sais pas si c'est un préjugé, mais c'est vrai que par le passé, on a pu considérer que travailler dans l'ESS, c'était accepter un engagement qui puisse être un peu salarié, mais aussi un peu bénévole, en tout cas, voilà, où il y avait un petit peu de volontariat. Donc, des associations ou des structures qui pouvaient être contraintes financièrement
Donc, c'est vrai dans le médico-social. Hein, dans le médico-social, on ne fait pas complètement ce qu'on veut. Mais c'est vrai aussi quand on est, dépendant des subventions. C'était le cas également avec la question des emplois aidés. Et voilà, il est vrai que malheureusement, certains, alors consciemment ou inconsciemment, certains employeurs de l'économie sociale et solidaire ont pu quelquefois faire des choses voilà, sous couvert d'engagement où les conditions de travail des salariés étaient dégradées. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai enjeu à considérer que quand on est salarié dans l'économie sociale et solidaire, évidemment, c'est mieux d'être en accord avec les valeurs de la structure et d'être en accord avec les valeurs, d'avoir le sens de l'engagement. Pour autant, à partir du moment où on est salarié et donc les conditions de travail, elles doivent être à la hauteur. Et donc, voilà, il y a effectivement un vrai enjeu de qualité de vie au travail. Et c'est pas simple parce que historiquement, un certain nombre de métiers dans l'économie sociale et solidaire, c'était des bénévoles. Auparavant, c'était même des des bonnes sœurs ou voilà, il y avait ce côté un petit peu voilà. Donc du coup, on a encore aujourd'hui chez certains politiques ou dans certaines institutions l'idée que voilà, pour que ça coûte moins cher, il suffirait de faire appel aux bénévoles, etc. Or effectivement, voilà, je pense qu'aujourd'hui le message qu'on pourrait faire passer en termes d'idées reçues, c'est que l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord de l'emploi de droit commun. Et non seulement il doit être une manière de se différencier, ça devrait être effectivement la question de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail dans l'ESS doit être mieux que dans le privé. Ou alors, il y a un souci. Peut-être juste une dernière question, il nous reste 10 minutes, à destination peut-être de Simon sur est-ce que c'est la même chose dans le secteur de l'animation? Oui, Cette j'allais qualité de vie au répondre. travail. Ouais. Oui, oui. Enfin, la question se pose et je rejoins à 200% ce que vient de dire Geoffroy. Étant donné qu'on a des métiers qui sont, on va dire, qui ont historiquement n'étaient pas considérés comme tels, je confirme que les pouvoirs publics, en l'occurrence, n'ont pas forcément la notion d'une bonne valorisation, au moins de la rémunération des professionnels sur ces métiers. Donc, ça peut être la même chose dans l'animation. Et il y a également deux autres éléments dans l'animation qui peuvent jouer. C'est la fracture du temps de travail, et notamment, je pense aux animateurs périscolaires, parce que tous les élus, tous les salariés souhaitent que les enfants des communes puissent bénéficier d'un accueil périscolaire de 7h le matin jusqu'à 9h, date d'entrée dans l'école, et le soir de 16h à 19h. Pour autant, ça veut bien dire qu'il y a des personnels, des salariés qui ont des emplois qui sont découpés. Et avec des horaires qui, pour eux, n'avantagent pas la vie familiale. Donc, c'est une vraie question. Voilà. Et puis, dernière chose qui rejoint un peu le premier point que je viens d'énoncer, c'est que dans l'animation, il y a beaucoup, je le disais, il y a beaucoup d'associations. Les associations, pour certaines, enfin, en moyenne, on considère qu'elles sont soutenues entre 25 et 50% par subvention. Ça veut dire qu'il y a entre 50 et 75% de leur chiffre d'affaires qui dépend de leur activité et de la vente de services, pour le dire comme ça. Mais le point, c'est pas ce problème, c'est pas ce point-là qui pose question. C'est pas la vente de services qui pose question. Ce qui pose question et ce qui peut engendrer du stress chez les salariés, c'est bien les incertitudes liées au subventionnement, puisque beaucoup de salariés essayent de faire en sorte de monter des projets et d'en assurer la viabilité financière, notamment via les pouvoirs publics. Donc là, on a affaire à quelque chose qui met de la pression, en tous les cas. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci Simon. Peut-être qu'on peut finir sur la présentation de Charles.
Oui, tout à fait, Pas qui de d'ailleurs questions. va reprendre en écho avec ce qui vient d'être dit. Alors, je vais juste partager mon écran. Voilà, tac. Bon, je reviens. Je ne sais pas si ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. Ça Hop. fonctionne, oui, oui, on voit bien. Ok. Donc, du coup, pardon, j'ai eu un petit bug. Voilà pour moi. Donc en effet, au niveau de l'UDES, donc l'Union des employeurs de l'ESS, on a engagé depuis maintenant quelques mois, depuis le mois d'octobre, une étude en fait sur l'attractivité des métiers et qui recoupe d'ailleurs un certain nombre d'enjeux qui viennent d'être évoqués, qui est une étude qui est menée conjointement avec les organisations syndicales de salariés, ce qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous sur ces sujets-là, puisqu'on ne peut pas avoir qu'un point de vue employeur, c'est très important de le croiser. Également avec les OPCO hein, sur l'aspect formation, qui sont évidemment des acteurs très importants. Je pense également à la CRES, bien entendu, qui est notre partenaire sur le projet, l'État, la région et Pôle emploi, qui également nous accompagne sur ce projet. Donc, je vais brosser ici là, les premières ou les principales lignes en quelques minutes. Simplement dire que l'objectif de notre étude en fait, prospective sur l'attractivité des métiers, c'est de définir un plan d'action en fait, régional pour améliorer l'attractivité des métiers de l'ESS en région Pays de la Loire. Et donc pour ça, on se base en tout cas sur 3 phases de travail. La première, c'est vraiment d'élaborer un diagnostic concerté des différents facteurs d'attractivité et de tension dans les métiers. On en a évoqué quelques-uns à l'instant. Donc là, qui sera terminé le mois prochain. La deuxième phase de travail, ça va être vraiment de formuler en fait des scénarios prospectifs sur la base de ces facteurs-là pour essayer d'imaginer des futurs possibles et puis des futurs aussi souhaitables par rapport à nos métiers et à l'évolution. Et puis, dans un dernier temps, en octobre, de pouvoir délivrer un plan d'action avec des éléments très concrets pour engager l'ensemble des acteurs sur le sujet. Voilà. Donc évidemment, la crise du Covid, on avait commencé ce projet avant, et la crise du Covid sanitaire dans un premier temps, et maintenant malheureusement économique et sociale, finalement chamboule un petit peu l'étude, mais au final en révèle aussi l'importance. Donc c'est finalement un timing qui est bon pour nous d'une certaine manière, si j'ose dire. Donc, sur cette étude, on a, à ce stade en tout cas, repéré 2 enjeux stratégiques principaux. Le premier, et on l'a évoqué, c'est de savoir comment est-ce que les entreprises de l'ESS peuvent agir pour, j'allais dire, maintenir une position assez forte dans les métiers où on est déjà présent. C'est vrai des métiers d'aide à domicile, c'est vrai des métiers du secteur de l'animation, où on représente, on l'a évoqué tout à l'heure, 60% par exemple de l'emploi sur l'action sociale. Donc là, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour rester, j'allais dire, dominant, entre guillemets, sur ces secteurs-là. Et puis, le deuxième enjeu stratégique qu'on a repéré, c'est comment faire en sorte que les entreprises de l'ESS puissent agir à moyen et long terme pour être en capacité en fait, d'aller se développer sur d'autres secteurs, sur des activités émergentes qui sont porteuses d'innovation dans le domaine de la transition écologique notamment, pour assurer finalement un développement de l'ESS en créant de nouvelles activités. Et donc là-dessus, on va aussi vraiment mettre l'accent parce que la crise actuelle, d'une certaine manière, va révéler ou révèle certains besoins, des nouveaux besoins parfois. Et l'ESS a des réponses à proposer, des solutions à proposer aussi sur ces nouvelles activités-là. Donc, à ce stade, je vais essayer de vous livrer en quelques diapos l'état de nos réflexions, en tout cas. À ce stade, on a réalisé une cartographie en fait, des domaines d'activité stratégique, c'est comme ça qu'on l'a qualifié, dans l'économie sociale et solidaire. Donc, on a identifié en fait 6 domaines d'activité stratégique autour du lien social, de l'inclusion sociale, autour des activités de sport, sport plein air, autour des activités plutôt du monde de la culture, hein, de la création, et puis également d'autres secteurs, d'autres domaines d'activité stratégiques, là plutôt autour du prendre soin, en bas à gauche de l'écran, donc là sur les métiers vraiment, on l'a évoqué, d'aide à domicile, d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ou d'hébergement ou de services pour les personnes par exemple, en situation de handicap. Et puis 2 autres domaines d'activité stratégique qui sont plutôt là sur le développement économique,
on va y retrouver les coopératives qu'on n'a pas trop évoquées aujourd'hui, mais ce n'était pas l'objet, hein, mais qui est une partie, une composante très importante aussi de l'économie sociale et solidaire. Les services aussi des mutualités qui jouent un rôle très important. Et puis un dernier domaine d'activité stratégique qui est plutôt, lui, lié à la question de la formation et de l'insertion. On a aussi dans l'ESS des organismes de formation associatifs qui jouent un rôle très, très important. Et donc, à travers, en tout cas sur cette base de domaines d'activité stratégique-là, on a essayé de différencier les différents enjeux qui pourraient se poser à moyen long terme auprès de ces secteurs-là. Et donc, finalement, on a divisé ça en trois groupes, trois familles, d'une certaine manière, d'enjeux. Une première plutôt autour des activités du prendre soin et de l'inclusion sociale, parfois on qualifie un peu de care, hein, pour résumer, où là on est plutôt sur des domaines d'activité stratégique qui sont à financement mixte, c'est-à-dire à la fois sur des conventionnements publics, hein, de la subvention publique, mais également, ou des marchés de la commande publique, mais également du paiement à l'activité. Et donc là, on peut imaginer que, mais ce n'est pas forcément dit encore, mais on peut imaginer que ce sont des activités qui vont être valorisées à travers cette crise et dans les mois et années à venir, jugées comme prioritaires. Ça peut être un des scénarios qu'on peut imaginer. À l'inverse, dans d'autres secteurs, où là, on est sur des financements majoritairement publics, je pense notamment au domaine de la création culturelle ou de l'activité tourisme social, sport plein air, où là, on a un risque de voir ces domaines être jugés finalement moins prioritaires par l'État, moins soutenus par l'État et les collectivités territoriales, et donc un autre enjeu qui va se poser à eux. Et enfin, plutôt là dans la famille, enfin dans le carré vert là, de cette diapositive, on a les domaines stratégiques qu'on a qualifiés, en tout cas qu'on identifie comme étant sur des domaines mixtes entre le privé lucratif et le privé non lucratif, avec un risque de concurrence très forte. Alors, j'ai un risque, ça peut être aussi une opportunité, évidemment, mais en tout cas des domaines où on va être réellement en confrontation à la bagarre, j'allais dire, auprès d'acteurs lucratifs. Ce qui ne veut pas dire ce n'est pas le cas dans d'autres domaines, mais c'est particulièrement le cas dans ces domaines-là, où il y a un vrai enjeu pour l'ESS de se développer, notamment sur les activités de transition sociale, écologique, économique. Voilà. Donc, voilà à ce stade qu'on est la réflexion qu'on a. Et puis, pour terminer sur cet aspect-là de diagnostic, on identifie à ce stade trois scénarios pour ensuite proposer ce plan d'action dont j'évoquais tout à l'heure, que j'évoquais tout à l'heure. Le premier scénario, c'est un scénario qu'on va qualifier d'optimiste pour l'ESS. C'est au fond de dire que la crise actuelle a révélé l'ESS ou a fait reconnaître l'ESS comme un acteur économique avec un rôle central. Geoffroy l'a évoqué tout à l'heure, l'idée qu'on a des métiers qui sont essentiels sur des activités qui n'étaient pas forcément jugées telles quelles avant cette crise-là. Et donc, c'est vrai de l'activité sociale et du care, c'est aussi vrai de l'activité de la cohésion sociale. Et donc, ça peut être une piste évoquée, qui n'est pas certaine à ce stade, évidemment. On a un scénario plutôt médian où là, on se dit que c'est vraiment, c'est un domaine d'activité stratégique qui va être mis en avant plutôt autour du prendre soin. On voit des choses bouger autour du Ségur de la santé, par exemple, des choses comme ça qui sont des opportunités à saisir. Et par contre, par effet de priorisation, j'allais dire, le soutien de l'État sur les autres domaines d'activité stratégique de l'ESS, autour de l'inclusion sociale, autour de l'insertion, de la formation, seraient eux plutôt en baisse de financement, d'une certaine manière. Et puis un scénario qui, lui, serait plutôt défavorable à l'ESS, où, au fond, soit on est dans une logique où il y a vraiment une crise des financements publics, que ce soit État ou collectivité territoriale, ce qui n'est pas du tout à exclure dans les prochains mois. Et donc là, pour les secteurs à forte dominante, à fort financement public, ça va poser un vrai problème. Ou à l'inverse, l'État et les collectivités, la puissance publique au sens large, considèrent que les activités sont d'enjeux stratégiques et vont les réinternaliser ou avoir une relation encore davantage, j'allais dire qu'aujourd'hui, une relation de donneur d'ordre
avec un ESS qui pourrait se positionner en tant que prestataire d'activité, ce qui évidemment peut être une limite. Voilà. Donc voilà les 3 scénarios sur lesquels on se base, qu'on va encore travailler dans les mois qui viennent, pour du coup essayer de définir ce plan d'action que j'ai évoqué en octobre, et qui s'inscrit, ça c'est important à dire, qui s'inscrit dans la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire, portée par le Conseil régional, l'État et la CRES, qui est un volet attractivité des métiers, et qui sera important pour que nos secteurs d'activité de l'économie sociale et solidaire puissent, j'allais dire, repartir et construire sur la base de cette crise-là dans les prochains mois, à travers des enjeux autour de la qualité du travail, de l'impact social aussi de nos activités, qui est extrêmement important, ou du développement de nos modèles économiques. Voilà. Merci Charles. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions, on va rester dans le timing, hein, mais s'il y a une ou deux questions par rapport à l'intervention de Charles. Ça ne vient pas tout de suite. Très bien, ben moi je vous remercie en tout cas à tous pour cette participation. Je vais juste vous rappeler peut-être les prochains webinaires du CARIFOREF. Donc il y a les mardis de Sophie qui auront lieu le 23 juin. Le 2 juillet, vous avez accompagné à distance les professionnels de l'accompagnement. À nouveau les mardis de Sophie le 7 juillet. Le 10 septembre, témoignage, organiser les salons et forums virtuels. Mardi de Sophie, le 15 septembre. Et le 15 septembre, les métiers de la logistique supply chain qui se suivront des métiers de l'agriculture. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'orientation Pays de la Loire, enfin CARIFOREF. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.